Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis chirurgien digestif. Je remercie vivement les organisateurs de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir de venir ici. Donc, j'ai volontairement édulcoré et j'ai fait aussi essayer d'être le plus simple et d'être le plus pragmatique possible. Donc, tout d'abord, je ne vais pas revenir sur les diapositives. Donc, il faut savoir quand même que 1% de la population française est opérée. Donc, ce n'est pas une petite population. Donc, des complications, qu'elles soient précoces ou tardives, vous en verrez, que ça soit à l'hôpital, en libéral. En tout cas, il faut les connaître ou au moins, il faut avoir une idée de ce que c'est pour pouvoir après orienter. Ça, c'est hyper important. Il y a 4 interventions à retenir. Je pense que je ne vais pas parler des nouvelles thérapeutiques, des nouvelles interventions. L'objectif, c'est vraiment dans la pratique courante. L'anneau gastrique, vous devez quand même connaître parce qu'il y en a encore pas mal de patients qui en ont. Et donc, sur les complications au long terme, il faut savoir les orienter. Effectivement, les 2 interventions les plus courantes que vous verrez le plus, c'est la sleeve-gastrectomie et le gastric bypass. Et la diversion, honnêtement, il n'y en a pratiquement pas. Puis ça dépend les régions avec certains opérateurs. Donc ça dépend où vous travaillez, près de quel chirurgien. Mais en tout cas, il y en a très peu. En tout cas, nous, dans notre département, par exemple, tout est plutôt concentré à Angers. Alors, la morbidité, la mortalité de la chirurgie. Donc aujourd'hui, c'est des vieux papiers, mais on en est toujours, quand on regarde les données PMSI en France, on est toujours à peu près à ces chiffres-là. Il faut savoir que c'est moins qu'une appendicectomie en France. Alors effectivement, c'est vraiment horrible de perdre un malade. C'est ce que lui a le pire pour un chirurgien, de perdre un patient, surtout dans une chirurgie programmée. Après, quand on opère en urgence pour autre chose, la mortalité, par exemple, une péritonite sur une perforation d'un côlon, par exemple, la mortalité est beaucoup plus élevée. Mais malheureusement, ça touche toujours souvent des femmes jeunes, qui ont des enfants jeunes, donc c'est dramatique. Donc le but, c'est vraiment de diminuer, mais je pense qu'on n'arrivera pas en dessous de ces chiffres qui sont malheureusement l'aléa thérapeutique. Alors, la mortalité, elle est due à quoi ? Elle est due, en 30%, c'est la fistule digestive qu'on va voir plus tard. Toutes les complications cardiovasculaires, donc il y a encore des patients. C'est là où le bilan préopératoire est très important. Il faut un bilan exhaustif parce que moi, j'ai eu un patient, un bilan parfait. Il a fait un infarctus du myocarde 1 semaine après. Il me dit j'ai une douleur, il faut revenir tout de suite. Bon, heureusement, ça s'est bien passé. Il a eu sa choro, son stent, etc. Mais ça arrive et pourtant, il avait eu un bilan complet. Il reste des embolies pulmonaires, c'est des patients à haut risque, donc il faut que l'anticoagulation préventive soit derrière, il faut les lever, il faut qu'ils marchent, c'est hyper important. Je rappelle que les bas de contention n'ont aucun intérêt, maintenant on n'en met plus, et donc c'est vraiment la prévention, c'est de marcher, de se lever, c'est vraiment la RAC. Et puis toutes les autres complications. Alors, la conduite à tenir. Tout d'abord, avant même de parler de complications, dans tous les premiers signes, ça va être la tachycardie, je vais vous montrer, c'est le fait que la fréquence cardiaque, elle est beaucoup plus élevée. Puis après va arriver la fièvre, la douleur, et puis il faut savoir qui on réopère, et puis si on a le moindre doute, il vaut mieux réopérer plutôt que de perdre un malade. Quelle est la technique ? Il faut savoir qu'est-ce qu'il a eu, ça c'est hyper important. S'il arrive dans un autre centre, idéalement, il faut que le patient, quand il sorte, il ait son compte-rendu opératoire, comme ça il l'a toujours avec lui, nous on sait ce qu'il a eu. Quelles sont les complications donc en fonction des techniques que je vais vous montrer ? Il faut avoir l'accès à l'imagerie rapide. Quand je dis rapide, c'est dans l'heure. Et puis après, c'est des techniques chirurgicales. Est-ce que c'est mieux l'endoscopie ? Est-ce que c'est mieux la chirurgie, etc. Alors, la fréquence cardiaque et le délai. Déjà, pour le délai, alors plus on prend en charge tôt les malades, plus on les réopère tôt, moins ils vont rester en soins intensifs, moins ils vont rester à l'hôpital, plus vite ils vont récupérer, moins ils auront de complications. Et c'est là où on dit, et c'est la consultation préopératoire, je préfère vous réopérer pour rien, faire une cystoscopie parce que j'ai un doute, plutôt que vous ayez une complication qui soit plus grave et qui finalement vous allez rester parce qu'après ils vont faire la fistule, après ils auront un problème de paroi, après ils vont faire l'embolie pulmonaire, après ils vont infecter leur cathéter. Moi je vous passe tout et puis ils vont rester 6 mois chez nous hospitalisés par tout ce qui se passe. Quand on regarde la fréquence cardiaque, ça c'est des papiers par l'équipe lilloise qui malheureusement n'ont jamais été publiés mais qui seront sortis dans d'autres papiers. Il y a vraiment un cut-off. À 100 de fréquence cardiaque, on commence à s'inquiéter. Sous réserve bien sûr que la fréquence cardiaque avant l'intervention était le patient quand il rentre. On doit avoir la fréquence cardiaque, la tension, il faut qu'on ait des valeurs de base avant qu'il soit opéré. Puis pendant le bloc opératoire, nous en chirurgie, on regarde notre fréquence cardiaque de notre patient parce qu'on sait à peu près, il y a des patients qui sont déjà un petit peu tachycardes, donc voilà. Puis on vérifie aussi qu'ils ont été bien hydratés parce qu'il y a des patients des fois qui sont un peu secs et juste de les remplir, ils vont avoir une fréquence cardiaque qui est bien.
Au-dessus de 120, là, le risque de complication, il est important et c'est vraiment là où on se dit, va falloir reprendre notre malade. Donc nous, dans le service, on les surveille comme n'importe quel post-opératoire. Il n'y a pas de changement, en fait. Il revient, on fait les constantes, il y a une surveillance active. Le patient, il est tachycarde, l'interne est prévenu, le chirurgien est prévenu, on sait que ce patient, on le surveille. On va le remplir, on va vérifier qu'il n'y a pas de souci, et puis on va aller le revoir 1 heure, 2 heures après, on va voir où en est cette fréquence cardiaque. Si elle continue à monter, si le patient, il reste toujours pas terrible, là, on va discuter le scanner, la prise de sang, la reprise, et voilà. Donc, en gros, plus on opère vite, moins le patient il va s'épuiser. Enfin, il faut pas hésiter à transférer dans un centre expert. Alors maintenant, tous les centres, en fait, ça va finir d'arriver. Là, normalement, décembre, ça va être terminé. Tous les centres, on a des autorisations pour opérer la chirurgie bariatrique. Et donc, les centres qui n'avaient pas certaines règles, 2 chirurgiens, un plateau de réanimation, ou une accessibilité rapide, une endoscopie interventionnelle, des formations en chirurgie bariatrique, une équipe d'hépatogastro, d'endocrinologues, nutritionnistes, ne garderont pas, et un cut-off de 50 interventions par an, ne garderont pas une autorisation. Et donc cette étude de l'équipe lilloise qui avait repris en fonction, parce qu'ils ont un réseau qui s'appelle Océan, et donc qui permet de réadresser chez eux en fait les complications pour une meilleure prise en charge, ont montré grâce à ce réseau et à ce retour dans des centres de recours que le nombre de complications diminuait, le nombre de réopérations et le nombre de la mortalité baissait. Donc il y a tout intérêt à de transférer. Si c'est pas grave de transférer, je pense qu'il faut pas hésiter. L'intérêt ultime, c'est quand même le malade. Et je pense que l'ego, on le met en dessous et puis on se dit, on transfère. Et puis tout est l'intérêt d'avoir une belle cohésion, en tout cas dans son territoire, entre les différents professionnels de santé. Alors, concernant l'imagerie, l'examen de référence, c'est le scanner. Il doit être injecté, ingéré, c'est-à-dire qu'ils doivent boire du produit de contraste pour voir s'il y a une fistule. Nous, le dogme chez nous, c'est dans l'heure. Si dans l'heure, il n'a pas le scanner et qu'on ne sent pas le patient, tant pis, il descend au bloc. Et puis, on fera une celloscopie exploratrice et on verra ce qu'on trouvera. Mais sinon, c'est dans l'heure. Les radiologues le savent très bien. Il n'y a pas de place pour l'échographie, sauf à distance, pour tout ce qui est pathologie biliaire. Et le TOGD, on n'en fait pratiquement plus. Quand on regarde les recommandations de la Haute Autorité de Santé, donc ça revient à ce qu'on a dit. Quand c'est dans la phase précoce, moins de 7 jours, devant toute hyperthermie, tachycardie au-dessus de 120, des douleurs ou douleurs abdominales aiguës, de vomissements, incoercibles, d'aphagie complète, ça impose une consultation en urgence, au mieux dans la structure de prise en charge initiale. Quand je dis urgence, nous les patients, quand ils sortent, ils ont un numéro, ils peuvent appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de question bête. Moi, je dis aux patients qu'il n'y a aucune question bête. Toute inquiétude doit être rappelée. Il rappelle, l'interne de garde doit rappeler le malade, ou moins s'il est au bloc, en tout cas l'avoir. Et on décide, en fonction, de le faire revenir directement aux urgences ou directement dans le service, ou de réassurer et de le revoir en consultation. Mais en tout cas, ils appellent. Il ne faut jamais envoyer balader un malade parce qu'on dit « c'est pas grave, vous êtes inquiet », tout ça. Il n'y a rien de pire parce qu'après, le malade, il ne se sent pas non plus écouté et ça peut être grave. Et puis, pour les complications précoces, inférieures à 1 mois, pour la sleeve, le bypass ou l'anogastrique, donc l'examen de référence, comme je vous ai dit, c'est le scanner abdominal. Si celui-ci est normal, surtout pour tout ce qui est dysphagie, l'aphagie, le fait de ne pas arriver à manger, là, on peut discuter des endoscopies, du TOGD. Et puis pour l'hémorragie digestive, si vous voyez que votre prise de sang, il a perdu de l'hémoglobine, le scanner injecté, ça permet de voir s'il y a un endroit qui saigne, parce qu'on a une flamèche, et l'endoscopie digestive haute, si le patient, par exemple, a des vomissements avec une hémorragie digestive. Alors, concernant les complications communes qui peuvent arriver à n'importe quelle intervention, tout d'abord, il y a le saignement. Donc, quand on décide de reprendre un malade, avant même, on fait une NUM en urgence qu'on doit avoir, ou un HémoQ, si on peut l'avoir tout de suite. Ça nous permet de nous orienter, parce qu'on ne va pas toujours réopérer en fait, les saignements digestifs. Le scanner va permettre de nous orienter. Et s'il n'y a pas de saignement actif, si le patient a un gros hématome, ça peut être des à-coups hypertensifs. On a de plus en plus de mal, je pense que tout le monde a dans sa pratique, nous les cardiologues chez nous, comme ils savent qu'ils vont être opérés, quand ils ont une tension qui est à la limite ou qu'ils n'arrivent pas trop à bien équilibrer, ils disent comme vous allez être opéré, vous allez être mieux sur votre tension, donc on ne met pas de traitement antihypertenseur. Le problème de ça, c'est qu'ils saignent plus quand ils ont plus de 14, 15 de tension. Donc maintenant, nous, on met des protocoles de l'oxène en fait, dans le service où le patient il doit avoir en dessous de 14 de tension.
Dernièrement, on a dû reprendre un malade à moi il y a 15 jours parce qu'il a fait un à-coup hypertensif à 20 après une sleeve-gastrectomie. Malheureusement, il a saigné et il avait un saignement actif. Donc là, on a fait une cystoscopie. On a nettoyé, il n'y avait pas de fistule, juste pour évacuer l'hématome pour mieux cicatriser. Il n'y avait plus de saignement parce que la tension était revenue et puis on n'a pas eu besoin de le transfuser parce qu'il a été repris activement. Mais voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faut regarder. L'embolie pulmonaire, la phlébite, donc il faut toujours vérifier s'il n'y a pas des douleurs des membres inférieurs, gaz du sang si nécessaire, et puis l'angioscanner si on a le moindre doute. Pour le prévenir, c'est vraiment l'anticoagulation préventive. Donc les recommandations qui sont sorties cette année de la SFAR, c'est l'Ovenox 0,6 une fois par jour, un lever précoce, plus de bas de contention, et c'est des bas pneumatiques intermittents, c'est des sortes de bas qui gonflent, qui dégonflent pendant toute l'intervention. Donc ça a un vrai intérêt. Et ça marche très bien. Nous, ils reviennent dans le service avec et on les enlève quand ils marchent et quand ils se lèvent. Il y a les défauts de remplissage. La RAC, c'est super. Je prône la RAC, il n'y a pas de souci. Des fois, on va jusqu'au bout de l'effet ce qu'on veut. Et donc, les patients, ils reviennent avec un cathlon. Et puis, en fait, ils ne boivent pas beaucoup, quoi. Au début, c'est difficile de boire. Donc, en fait, il faut bien les remplir. Des fois, ils sont juste déshydratés. On remplit, on passe 1 litre de Ringer ou de sérum Phi en 1 heure. Et puis, le patient, ça y est, il va mieux et il n'y a pas forcément besoin de réopérer. Et puis après, il y a les fistules digestives. Donc surtout pour la sleeve-gastrectomie et gastric bypass, où là, on va faire le scanner pour voir si on voit une fistule, un pneumopéritoine. Je vais vous montrer. Et puis si impossibilité, je vous dis, de faire une imagerie, ça ne doit pas retarder la prise en charge. Alors, concernant les complications spécifiques, pour la sleeve-gastrectomie, la sleeve, c'est la fistule, c'est le fait d'avoir un trou. C'est souvent en haut de la ligne d'agrafe, parce qu'en fait, c'est une zone d'ischémie. C'est vraiment de plus en plus rare, on en voit moins, c'est moins de 1% des cas, il y a une énorme amélioration du matériel technique. Les chirurgiens savent très bien aussi les raisons, donc on dissèque moins en haut, il y a moins d'ischémie. Donc ça peut arriver. Ce qu'on voit maintenant, mais ça je vais vous le montrer après, c'est des fistules plus tardives. C'est-à-dire que des patients qui avaient un peu des douleurs et puis c'est passé, puis finalement ça va. Et puis on va avoir des fistules entre l'estomac, les bronches, l'estomac et la rate. Bon, ça c'est des fistules beaucoup plus graves, beaucoup plus complexes qui doivent être pris en charge que dans des centres experts. Donc si vous avez un patient que vous suivez pour une sleeve qui dit moi je tousse beaucoup. Je tousse vraiment beaucoup dès que je mange. C'est pas normal, c'est qu'il y a un truc, il y a un passage qui va pas. Je commence à cracher du sang, j'ai de la fièvre, j'ai une douleur qui est tout le temps là, c'est pas normal, il faut vous le renvoyer à votre chirurgien. Après, il y a la sténose et le twist, c'est le fait au mieux d'avoir un beau tube, celui-ci il tourne, je vais vous montrer après. Alors là, c'est plus souvent quand même une erreur technique, c'est-à-dire que nos agrafes, elles se sont mal mises, on les a mal mises, ce qui fait que ça tourne. Et en fait, en fonction du tour qu'il peut avoir, on peut être amené à réopérer ces patients et ça peut favoriser aussi par ce phénomène d'hyperpression une fistule. Alors la fistule, le plus souvent, maintenant, on arrive à les traiter que par endoscopie, c'est-à-dire on met des petits drains, ça s'appelle des drains en queue de cochon. On les repère moins, sauf s'il y a une péritonite généralisée, si le patient supporte pas bien. Il va falloir les nourrir, il va falloir penser à l'après. Donc souvent, on leur met une sonde nasogéjunale ou on leur met une jéjunostomie d'alimentation. Et puis, il faut dire au patient, ça va prendre du temps. Et quand on dit ça prend du temps, ça peut prendre 3 mois, 4 mois. Au bout de 3-4 mois, quand la fistule n'est pas fermée, c'est qu'elle ne se fermera jamais. Et donc, il va falloir opérer ce patient, lui enlever l'estomac. C'est ce qu'on appelle une gastrectomie totale avec une anastomose œsogénale. Là, je vous montre ce que c'est une fistule. Donc, il y a un trou, là, c'est un TOGD. Et on va mettre des drains ici, ce qu'on appelle des queues de cochon. Et donc, en fait, le principe, c'est par phénomène de pression, on aspire ce qui est à l'extérieur pour le mettre à l'intérieur et ça va se fermer dessus. Concernant une sténose, là, c'est pour vous montrer, la sleeve, elle est trop serrée, on fait boire du produit de contraste, vous voyez, il n'y a pratiquement rien qui passe. Vous imaginez bien que c'est le patient, au début, il mange mixé, ça va à peu près. Il vous dit, je finis pas les quantités, mais ça va. Puis vous allez le voir à votre consultation à 1 mois, vous avez commencé un peu les morceaux, alors là, ça passe pas du tout. Et puis le patient, il n'est pas du tout dans un gesta qu'il doit avoir. Là, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas attendre, il faut revoir, il faut voir si le patient, vous voyez qu'il était bien éduqué, c'est juste ça va pas, faut faire une fibroscopie. Il ne faut pas attendre qu'il se dénutrisse et voilà. Moi, les patients, ils savent, on revoit ensemble, je dis si dans 1 semaine, 15 jours, ça va pas mieux, vous me rappelez, je les revois tout de suite et on programme la fibroscopie. Puis là, on peut dilater par endoscopie, on met pratiquement plus de stent, c'est des sortes de ressorts en fait, parce qu'il va se balader, contrairement à un cancer où ça va rester coincé. Là, en fait, il se balade, donc on n'en met pratiquement plus, puis on peut convertir en bypass. Concernant la dilatation, ce qu'on voit, c'est que ça a quand même une bonne efficacité. On va jusqu'à 3. Au bout de 3, il faut se dire, ça ne marche pas, on arrête. Et on a plutôt 80% de réussite.
Là, c'est pour vous montrer l'impression que ça fait un twist. Ça, c'est si ça marche. Ça, c'est une endoscopie donc dans l'estomac. Vous êtes dans un estomac. Puis vous allez voir, vous voyez, il tourne en fait l'endoscope comme ça. Donc vous imaginez bien que l'alimentation, ça passe pas, ça tourne, ça reste coincé. C'est inconfortable au possible pour le patient. Concernant le gastric bypass, donc c'est vraiment les fistules. Il y en a 2 types. Celle du haut, on appelle ça des fistules sèches, c'est-à-dire ça donne très peu, puisqu'en fait, si vous ne mangez pas, vous alimentez pas votre fistule. Ça, le plus souvent, on arrive par traiter par une nutrition entérale. On met une sonde nasogéginale un peu plus loin, une jéjunostomie. On peut drainer des queues de cochon, puis ça va rentrer dans l'ordre. Celle qui nous embête le plus, c'est celle en bas, au pied de l'anse. Celle-ci, il faut vous imaginer qu'un estomac, ça débute plus d'1 litre par jour, 1,5 litre, et donc vous allez avoir tout dans le ventre. Donc c'est normal qu'au bout de 3-4 heures, les patients ils aient hyper mal. En plus, la bile, c'est très acide, donc ça brûle. Ça fait très mal, et donc ça donne une péritonite généralisée. Donc il faut absolument, là on n'a pas le choix, il faut les réopérer. Et donc le principe, il faut assécher après cette fistule. Il faut se dire, elle ne se fermera pas bien, quoi. Même si on la refait, même si on fait des points, c'est juste, ça fait plaisir au chirurgien, mais voilà. Donc on draine, donc on peut mettre une gastrostomie pour assécher, parce qu'on va assécher, on ne peut pas mettre de sonde gastrique, ça ne va pas tout assécher, si on peut en mettre une en plus. Il faut alimenter, parce que ça va mettre du temps à se remettre, donc on lui fait une jéjunostomie. Et puis, il faut mettre un drain au contact, donc une lame. Et donc, c'est des patients qui se réveillent souvent comme ça, avec, vous voyez, il y a un drain, je ne sais pas si on voit maintenant, il y a un drain, la poche, là, c'est une gastrostomie, la petite sonde à côté, c'est une jéjunostomie, au-dessus, c'est pour la paroi, parce qu'on va prévoir après qui peut s'éviscérer, c'est-à-dire que ça ne va pas tenir et que l'intestin il va sortir, ou une éventration, et puis on draine. Donc ça, on part pour quelques semaines un petit peu difficiles. Il faut savoir que la première semaine, elle est un peu dure. On prévient la famille, c'est le patient, il n'est pas très frais pendant une semaine. Après, l'autre complication, c'est la sténose du pied de l'anse. Elle est trop serrée. Et là, en fait, on n'a pas de moyen d'aller aspirer. L'estomac, il ne se vide pas. L'estomac exclu. Et donc, vous voyez, là, sur le scanner, l'estomac, il est trop rempli. Et donc, ça va finir par... Ça fait une vraie douleur à gauche. Le patient, il a très mal. Vous voyez, si on fait une radio, on voit un estomac qui est très distendu. Puis, d'un seul coup, il va y avoir une douleur brutale et c'est l'estomac qui a perforé. Et ça donne une péritonite généralisée. Pareil, il faut refaire l'anastomose, il faut réopérer les patients et on peut faire une gastrostomie. Et puis les complications tardives, donc ça c'est pour les complications précoces, je ne vous ai pas fait tout le listing, il y en a d'autres, mais c'est vraiment celles les plus importantes. Il y a la lithiase biliaire, donc ça c'est des patients qui ont bien maigri ou en post-op quand il y a la perte de poids importante, et je pense qu'il y aura exactement la même chose avec les médicaments. Faut leur mettre de l'acide urso-désoxycholique pour les patients qui ont encore leur vésicule. Et il faut mettre une dose de 500 mg par jour pendant 6 mois. Ça, c'est ce qui est recommandé. Pour les patients on fait toujours une échographie dans le bilan préopératoire. Ceux qui sont sans lithiase, on leur met l'acide urso-désoxycholique. C'est pour éviter qu'il y ait des nouveaux calculs. Ça ne va pas dissoudre ceux qui sont déjà présents. Pour les patients qui ont une lithiase, c'est-à-dire des calculs dans leur vésicule, mais ça ne les a jamais gênés. S'ils ont une sleeve ou un anneau, on n'enlève pas la vésicule. S'ils ont un bypass, une diversion, on discute si on l'enlève avant, après. Mais en tout cas, on met le médicament si on n'enlève pas la vésicule. Et pour les patients qui sont gênés, ça dépend. On le fait avant, pendant, on peut faire aussi après. Vous imaginez bien qu'un patient qui a un IMC à 60, faire une cholestectomie, c'est pas sans risque. Donc moi, souvent, c'est des patients que je vais déjà faire la chirurgie bariatrique, je vais attendre qu'ils perdent du poids. On va leur mettre leur traitement et on va faire très attention. Moi, j'ai une patiente là qui est en régime sans graisse parce qu'elle a un IMC à 70. C'est compliqué, donc elle a eu sa sleeve, on attend, on a eu les médicaments. Bon, bref, on gère comme on peut, on s'adapte aux patients, quoi. Il y a les brèches. Ça, vous en verrez beaucoup, je pense. Vous en avez déjà vu. C'est les patients qui ont eu un bypass. On crée des orifices naturels qui n'existent pas, qu'on ferme. Mais avec la perte de poids, et c'est souvent les meilleurs répondeurs qui ont ça, ils vont avoir des douleurs abdominales. Donc, ils ont une crise, hop, ça passe. Ils ont une autre crise, ça repasse. Puis, ils vont vous venir pour voir, là, c'est vraiment pas passé. Ils sont peut-être des fois passés aux urgences. Puis, quand la crise est passée, le scanner, il est complètement normal. Et donc, c'est des patients on a vu par les différents papiers qu'en fonction, si on ferme pas cette brèche, déjà, le risque, il est augmenté par 8. Et donc, les recommandations de la chaise, c'est vraiment de fermer cette brèche. Et puis après, ces patients, quand on va les voir, si on voit à la fibroscopie, tout est normal. Il n'y a pas de souci d'ulcère au niveau de l'anastomose, de problème. Que l'échographie abdominale ne montre pas de lithiase et que les patients ont toujours ces crises, là, il faut aller faire la cystoscopie exploratrice
pour aller fermer les brèches. Et le plus souvent, on trouve une brèche ouverte où on voit nos fils d'avant, la colle, et on va les refermer. C'est des patients qui ont extrêmement bien répondu. La sténose du bypass, ça c'est des patients que vous verrez en consultation, notamment en diététique, où en fait ils vous disent mais j'arrive pas à manger, j'arrive pas à passer les morceaux, la viande ça passe pas, le pain ça passe pas. Et ça c'est la suture en fait elle est trop serrée. Et ça c'est des patients qui ont un risque de dénutrition parce qu'en plus ils finissent par faire ils mangent pas bien, ils grignotent parce qu'ils prennent de ce qu'ils peuvent passer, ils ont beaucoup de vomissements. Et donc là, il n'y a pas forcément de chirurgie, c'est vraiment un traitement endoscopique par dilatation. En fait, on va mettre des petits guides comme ça et puis on va gonfler. Là, c'est pour vous montrer un exemple de patient. Ça, c'était son anastomose avant. Vous voyez, c'est hyper petit. On va mettre le guide et on va dilater. Des fois, il faut 3 dilatations, 3 séances, parce que si on fait trop d'un coup, le risque, c'est que ça perfore, qu'on fasse une perforation de la suture. Là, c'est le TOGD où vraiment ça passe très peu. Puis avec le temps, ça va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus... le patient va avoir un confort. Et vous le dites dès la première dilatation, ils disent « Ah, ça va déjà mieux », mais il faut la refaire 6 semaines après, puis 6 semaines après, pour vraiment avoir l'effet bénéfique. Enfin, il y a l'ulcère de l'anastomose. Ça, c'est pour les gastriques bypass, souvent chez des patients qui ont repris à fumer. Je ne vous ai pas dit avant, mais avant, pour éviter bien sûr toutes ces complications, il faut que les patients, ça c'est un dogme, ils aient arrêté de fumer 6 semaines avant. Il faut que le diabète soit équilibré. Il faut que le patient n'ait pas du trouble du comportement alimentaire, parce que s'il se met à manger d'un seul coup avec une crise boulimique en ayant une suture fraîche, bah forcément ça ne va pas marcher. Et donc ça c'est un dogme absolu. Donc les patients malheureusement ils vont se remettre à fumer pour certains. Pourtant on leur a dit avec une toute petite poche, il y a une hyperacidité quand ils se mettent à fumer, ils ont un haut risque d'ulcère et donc ça fait des douleurs comme un ulcère classique, ça peut même perforer. Donc plus souvent la taille, la poche petite, le fait d'avoir du reflux peut entraîner certains médicaments, les anti-inflammatoires. Il n'y a pas de contre-indication à en prendre, mais je dis juste aux patients, chaque fois que vous avez des anti-inflammatoires, il faut prendre un protecteur gastrique associé. Si vous n'avez pas l'un, ce n'est pas possible, ça ne va pas aller. Et donc le traitement, c'est un traitement comme un ulcère classique, des protecteurs gastriques. On va éradiquer s'il y a une bactérie, et puis s'il y a une perforation, on sera obligé de les opérer. Enfin, pour l'anneau, il faut vraiment connaître. L'anneau, en fait, avec le temps, il peut basculer. C'est ce qu'on appelle un slippage. Il faut savoir interpréter une radio. Une radio, vous regardez une colonne vertébrale d'un patient et votre anneau, il doit être à 45 degrés. S'il n'est pas à 45 degrés, il bascule ou en avant ou en arrière. Et donc, l'alimentation ne se passe pas et le patient se met à vomir. C'est une urgence. Il faut dégonfler cet anneau. Le principe, c'est d'aller piquer dans le boîtier, comme vous voyez sur la photo, puis tout dégonfler. Et puis, il faut perfuser les malades parce que souvent, ils vomissent depuis un certain bout de temps. Et il faut bien sûr leur mettre de la vitamine B1 pour éviter l'encéphalopathie Guérini-Wernicke. Donc là, c'est pour vous dire, dans le temps, 20% des anneaux ils vont être enlevés pour ces différents problèmes. Donc vous voyez, là, c'est un slippage postérieur. Donc il est complètement basculé, l'anneau, et donc la poche elle se dilate au-dessus. L'anneau, il peut aussi migrer. Il peut aller rentrer dans l'estomac comme un corps étranger, petit à petit, il se fait grignoter. C'est les patients qui reprennent complètement leur poids. Ils n'ont pas de douleur, ils n'ont pas de gêne, mais ils disent « je ne ressens plus rien ». Il y a quelque chose qui se passe. Quand on fait la radio, on ne trouve pas, et on fait souvent, on fait fibro et radio, et à la fibro, on va voir que l'anneau, il a bougé. Enfin, il peut avoir, comme tout matériel, le cathéter qui a rompu, le boîtier qui n'est plus à sa place, donc ça ne va plus. Donc en conclusion, il faut que vous connaissiez quand même les complications de la chirurgie. Il faut avoir une vision générale. Il ne faut pas du tout savoir forcément comment les prendre en charge, mais savoir où les réadresser. Il faut avoir son réseau, c'est très important. Et il ne faut pas tarder. Il faut vraiment... il n'y a pas de faute à reprendre un malade. Ça, moi, je le dis à mes chefs. Je disputerai jamais un chef le matin parce qu'il a repris un malade, même s'il n'a rien trouvé. À l'inverse, s'il a tardé parce qu'il avait peur de ci ou de ça, là, j'en voudrais, vraiment. Il ne faut pas hésiter à transférer dans un centre de recours si on ne se sent pas en capacité ou si son centre n'est pas en capacité de suivre. Après, un patient, il n'y a pas de faute à reprendre chez soi parce qu'on sait il n'y a pas de souci, puis tout de suite transférer dans le centre après par la suite pour le suite de la prise en charge. Il faut vraiment transférer, et ça, nous, on a un dogme, même si la reprise, elle n'est pas difficile, le patient est repris à temps, ils vont quand même en soins intensifs, en post-op, parce qu'ils ont au moins 48 heures un peu difficiles. Même s'ils ne sont pas intubés, qu'ils sont bien et tout ça, ils sont dans un centre très suivi avec plus de personnel. Je vous remercie.